Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue au Centre culturel régional Blaise Senghor, le lieu numéro 1 de rencontre des acteurs culturels de la ville qui ont comme objectif de faire de la culture une rampe d'émergence du Sénégal. Créé en 1972, le Centre culturel Blaise Senghor a la charge de toute la mise en œuvre des politiques culturelles de l'État. Alors où sommes-nous exactement? Nous sommes au boulevard Djal Diop, à la zone A. Ici, toutes les disciplines artistiques et culturelles sont représentées. Le théâtre, la danse, les arts numériques, le cinéma, la musique. En parlant de cinéma et de musique, allons vite retrouver nos deux premiers invités. On a la science, ils ont le pouvoir. On a la masse, tôt ou tard, ils vont le savoir. Ils veulent nous plier, personne ne pourra briller. Seuls les traîtres parmi nous auront les billets. Ceux qui résistent dans la presse, on va les crier. Le salaud veut profiter de son nez douillet. Je suis l'oiseau de mauvais augure qui attend patiemment quand le fruit est mûr. Je suis l'oiseau de mauvais augure et je te jure, tôt ou tard, on leur fait ça dur. Ils ont du fric, mais on a le temps. Des belles caisses, mais on a le temps. Des belles femmes, mais on a le temps. Eux, ils ont des montres du bois, mais nous, on a le temps. Ils ont du fric, mais on a le temps. Des belles caisses, mais on a le temps. Des belles femmes, mais on a le temps. Eux, ils ont des montres du bois, mais nous, on a le temps. Un avion pour les États-Unis. Ami, maa ngi dem États-Unis nag bu ma demee na nga toppatoo xale yi bu baax a baax. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Idées sur ITV. Nous parlons culture et société. Nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Ba et aujourd'hui, mes deux invités sont deux incontournables du cinéma et de la musique au Sénégal. Nous avons DJ Awadi. Bonjour DJ. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Alors DJ Awadi, cofondateur du légendaire PBS, donc du groupe Positive Black Soul, il y a de cela quelques années. Et Monsieur Oumar Sall, comment allez-vous? Bien. Alors, producteur à la tête du groupe Cinécap, directeur du groupe Cinécap. DJ Awadi, est-ce que vous saviez que sur la toile, donc sur Internet, vous êtes présenté comme la figure la plus visible, donc la représentation, de tout le hip-hop ouest-africain? De tous les hip-hop ouest-africains, bah, écoute, c'est un peu beaucoup, mais bon, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est lourd à porter, mais bon, j'ai déjà vu ça sur Internet, hein, en faisant certaines recherches, mais écoute, c'est peut-être parce que ça fait 2 jours que je suis dans le truc, c'est peut-être à cause de ça que, voilà, à la fin, on me présente comme ça, mais j'accepte, hein. Ouais, je me demande si nos téléspectateurs connaissent cette expression. Quand on dit ça fait 2 jours, ça veut dire que ça date, hein. Et justement, ça fait 2 jours, comme on dit, parce qu'il y a de cela 30 ans, Positive Black Soul a quand même eu l'impact global de par vos messages, dont on va parler tout à l'heure. Parlez-nous un peu de ces débuts avec De Guti. Comment ça a commencé? Non, comment ça a commencé? Ça a commencé d'abord par une passion. Le breakdance, le smurf, la culture hip-hop. Donc on était danseurs et voilà, on aimait tourner. D'abord on le faisait dans nos chambres, on écrivait nos textes parce qu'on voyait des gens qui ramenaient ça des États-Unis avec des cassettes vidéo. On voulait faire la même chose. À l'époque, il y avait des films qui sont devenus cultes, comme un qui s'appelle le Break Street 84, un autre qui s'appelle les Beat Street. Et donc ça, c'est la référence suprême. Et donc voilà, on regardait ces films, et on voulait faire comme les Américains qu'on voyait. Et c'est beaucoup plus tard qu'on a compris qu'il fallait qu'on mette nos langues. D'abord, on a commencé à mettre un peu de français. Et puis des grands frères nous ont dit, on ne comprend pas ce que vous dites. Donc on a mis du Wolof. Et à partir de là, on s'est rendu compte que les gens nous suivaient. Donc c'est un peu raccourci.
Mais pendant ce temps, chaque fois qu'on arrivait quelque part, les gens ne comprenaient pas c'était quoi notre projet. Avec nos gros pantalons, nos grosses jaquettes, il faisait chaud, mais il fallait que tu aies la grosse doudoune, les grosses chaussures. Bon, les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait. C'est quoi le projet, quoi? C'était quoi le projet? Et ensuite, quand ils ont commencé à entendre ce qu'on disait, ils se sont dit, ah, mais pourtant, les boys, malgré leurs habits bizarres, là, ils ne sont pas si cons que ça. Et quand on a commencé à parler en télé, ils se sont rendus compte que on est allé aussi à l'école, on n'est pas des bandits, c'est pas parce qu'on marche comme ça, tu vois, en se dandinant avec nos gros habits. Mais on avait un projet aussi derrière la tête. Et ce projet, c'était montrer une image positive de notre continent. Il faut savoir que nos grands frères, c'est des gens qui étaient des fans de Cheikh Anta Diop. Nos grands frères nous faisaient écouter des cassettes audio de Malcolm X. Nos grands frères nous parlaient de Kwame Nkrumah, tu vois, nous parlaient de révolution. Voilà. Donc à la fin, toi tu fais l'été pour ces grands frères et tu dis non, ça c'est fort, il se passe quelque chose. Bon voilà, pour te faire court un peu. Mais ça n'a pas toujours été compris au début. Mais grâce à Dieu, ça a pu voilà. Aboutir. D'accord. Et Monsieur Oumar Sall, tout comme vous d'ailleurs, vous êtes aussi présenté comme un incontournable dans tout ce qui est production en Afrique de l'Ouest. Vous avez 10 ans d'expérience, si je m'abuse. Vous avez votre nom est identifié à la production de grands films comme Félicité, Terre-Mère. Plus récemment, on a aussi Une place dans l'avion et le cher film de Mati Diop qui a été récompensé, Atlantique. On va en parler tout à l'heure. Parlez-nous un peu de votre expérience dans la production. Bon, d'abord, c'est renouveler mes salutations à vous et à vos téléspectateurs et saluer également Didier. J'en profite pour le féliciter. Je pense qu'il incarne à la fois une certaine authenticité de ce mouvement hip-hop au Sénégal dans des dimensions qui sont artistiques, bien sûr culturelles en général, sociales, économiques. Peut-être il va mieux parler de ça que moi. Mais je pense que ça rentre dans sa présentation. Mais c'est à moi de le féliciter. Ces résultats sont à saluer et c'est pas, comme je dis, c'est pas surprenant. Donc de toute façon, je félicite. Alors bon, pour moi, c'est ce que vous avez dit, incontournable. C'est effectivement beaucoup de responsabilités. Parce que j'essaye toujours de faire, j'apprends, j'essaye toujours d'évoluer. Mais cette sacerdoce que je me suis fixée, c'est quand je prends quelque chose, j'essaye de faire juste mon métier, ce qu'on appelle la garantie de bonne fin. C'est d'arriver à travailler à côté des gens, d'être utile et de rendre le projet. Mais évidemment, mon métier me pousse à m'assurer de certaines choses. Je dis souvent, la dimension artistique d'un projet, l'artistique, la dimension commerciale parfois, parce que c'est plus difficile avec les films d'auteur, qu'on essaie de le faire. Voilà un peu ce qu'en tout cas les choses que j'essaye toujours de soigner ou de gérer avant de me plonger dans un projet et ensuite d'assurer la garantie de bonne fin. Et bon, effectivement, le fait de constater l'universalité d'un projet, ça veut dire que c'est un projet, oui, qui s'appuie sur des socles de valeurs et qui peut en tout cas propulser un pays vers l'universel, un créateur vers l'universel, ça va de soi. C'est comme je disais, souvent c'est le donner et le recevoir et nous devons veiller sur ça. Parce que nous avons les valeurs pour sortir ces éléments dans nos créations. Oui, exactement. Le rendez-vous du donner et du recevoir, on en a beaucoup entendu parler. Je vous ai tous les deux, donc cinéma et musique, sur mon plateau. Je peux m'empêcher de faire le lien. Parlons du cinéma dans la musique et de la musique dans le cinéma. Je m'explique. Une des particularités, Monsieur Awadi, de vos productions, c'est justement vous scénarisez beaucoup. Je trouve, et je pense beaucoup de gens trouvent, votre musique. C'est-à-dire quand on regarde votre clip Mami Wata, dont on a vu un extrait tout à l'heure, mais c'est tout un voyage en fait. C'est comme une mini-série, j'ai envie de dire, et il y a une histoire toujours derrière.
Parlez-nous un peu de cette scénarisation de vos clips. Comment vous faites ça? Bon, comment je fais ça? Il faut que je rende aussi hommage à ce. Pour moi, c'est le plus grand producteur de films au Sénégal et aujourd'hui, on peut dire en Afrique de l'Ouest francophone, en tout cas, pour ce dont je suis sûr, mais en tout cas un des plus grands en Afrique, parce que avoir des prix à Cannes, les étalons d'or au FESPACO, c'est pas donné à tout le monde. Et les films font d'autres contrées dans le monde entier et gagnent des prix. Donc ça, c'est important. Quant à moi, comment scénariser, chaque fois que tu écris un morceau, tu imagines des images. Tu as été inspiré par des images, par du vécu, par quelque chose que tu as vu, que tu as entendu ou bien que tu as visualisé. Donc quand tu fais les clips d'un morceau, je pense que c'est une preuve supplémentaire. Tu dis quelque chose, c'est un début de preuve. Une preuve supplémentaire, c'est l'audio. Et la preuve fatale, c'est la vidéo. Comment tu vas faire passer ton message par ce canal? Voilà, quand je fais Mami Wata, je reviens du Bana et j'ai discuté avec des vaudous. Et ils t'expliquent leur process. Et au Bénin, il y a des gens qui sont dans le culte de Mami Wata aussi. Donc je regarde tout ça, je dis, non seulement esthétiquement c'est fort, mais les gens vont demander à la déesse des eaux de régler leurs problèmes en parlant de Mami Wata. Et je me suis imaginé ce monsieur qui va chez Mami Wata pour dire, Mami Wata, franchement, les gens qui sont au pouvoir n'arrêtent pas de nous saouler dans des histoires de corruption, dans des histoires de vol de l'argent du peuple, dans des histoires de détournement des deniers publics, des ressources naturelles de nos pays. Et donc, on va demander à Mami Wata de les punir. Donc, en fait, vous prenez la croyance, qui est une culture africaine, on peut dire, parce que beaucoup de gens... Enracinement et ouverture, comme il l'a dit. Exactement. Parce que si tu veux parler, par exemple, à un moment au Sénégal, on parlait quand Wade voulait faire un troisième mandat. La Constitution pour faire un troisième mandat. Il voulait faire un troisième mandat. Oui. Et donc, il y avait les constitutionnalistes qui discutaient de ça. Qu'est-ce que moi je vais comprendre à des textes de constitution? Je ne peux pas comprendre. Alors, imagine la dame qui vend un tchaf au coin de la rue. Elle ne peut pas comprendre. Donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui va faire qu'on va comprendre? J'ai dit, bon, écoute, c'est comme le papa qui dit, il fait du thé. Il décrète dans sa maison qu'on ne boit que 2 tasses de thé parce que c'est le sport national chez nous. Et qui, à la dernière minute, dit, j'avais dit ça, mais je me dédie, maintenant on va en boire 3. C'est dit, voilà, tu donnes des images comme ça, et ce qui fait que le peuple comprend plus facilement ce que tu as à dire. Ouais. Donc c'est un peu la vulgarisation de tous ces gros textes qui en fait veulent dire des choses qui sont accessibles, qui sont basiques, qui sont basiques qui en sont fait. basiques. Parce que ce qu'on dit, c'est on essaie de nous mettre à la place de Monsieur X, de l'individu lambda qui a quelque chose sur le cœur, mais qui n'a pas la chance d'être derrière cette caméra, n'a pas la chance d'être dans un studio, de pouvoir passer à la télé. Donc, il faut qu'on parle pour eux. Exactement. Avec leur code. Ouais, c'est important. Monsieur Oumar Sall, quelle est l'importance du choix de la musique quand on produit un film? Parce que je sais que vous êtes très... D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Vous choisissez bien les films derrière lesquels vous vous mettez en termes de production. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quel film. La musique dans tout ça. Par exemple, un film comme Atlantique, qui véhicule un message tellement poignant. Le processus de choisir le son, comment ça se passe? Alors, belle question, parce que ça, c'est vraiment une belle question et je pense que vous devriez avoir une très belle réponse de Mathie par rapport à... Ce serait très intéressant. À cette choix de musique qu'elle nous a proposé après, parce que dans le film, quand il y a des séances de visionnage, donc on fait un retour sur tout. Mais je pense que comme je dis, la musique est seule capable de rivaliser avec des images. Ça, il faut d'abord le savoir. Et ensuite, le créateur de musique, si nous ne parlons pas de droit d'exploitation, c'est un auteur.
Ça veut dire au même titre que la réalisatrice ou le réalisateur gère une création et vient apporter une valeur ajoutée. Parce que vous savez, dans le cinéma, il y a des faiblesses. Parfois, il y a des faiblesses dans la mise en scène. Parfois, il y a des émotions qui ne sortent pas, etc. Mais parfois, il y a des moments de stress, il y a des moments de joie, il y a des moments de partage, il y a des moments, j'allais dire, qui aident le spectateur. Mais tout cela, c'est le rôle du musicien. C'est pourquoi on ne tombe pas souvent sur des choses, une musique existante, ça peut être bien, mais dans un film qui a, par exemple, il y a de petites tolérances avec le court-métrage, où on peut aller bricoler une musique, etc. Mais pour un long-métrage, non. Ça, l'idéal voudrait qu'on ait une bande qui est créée, composée spécifiquement pour le film. Parce que c'est un moment de création original. Et le film a besoin de vivre, le film doit se nourrir de cette musique. Et je pense que là, c'est saluer aussi le talent de Mati. Le jour où vous allez voir Atlantique, la musique est d'une force mais extraordinaire dans ce film. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire l'importance de la musique. On peut encore continuer à disserter sur ça parce que oui, c'est très, elle est d'une importance capitale. Capitale. Et bien justement, on espère pouvoir voir le film Atlantique bientôt. On en a passé quelques extraits au début de cette émission. D'ailleurs, je me sens obligée de continuer dans cette lancée avec vous. L'année 2019 est une année de célébration pour le cinéma africain. Déjà, avec ce qui s'est passé au FESPACO, nous avons remporté justement les talons de bronze et les talons d'argent. 2 films ont été reconnus, Un air de Cora et Une place dans l'avion de Khadija Tousso et Angèle Djaban. C'est quoi le sentiment? Oui, tout ça, c'est fort, c'est des succès de notre cinéma, mais qui contribue beaucoup à la diplomatie culturelle du pays. Ça, c'est important. Mais permettez-moi d'abord de féliciter les Sénégalais, de féliciter d'abord Mati, de féliciter les Sénégalais, de les rendre également un hommage de ma part, et de la part de Mati et de ma part, et de tous mes partenaires. Parce que on le vit toujours, c'est toujours beaucoup d'émotions. Moi, je me souviens des 400 messages que j'ai reçus le jour J, et les messages tout au long, et l'accompagnement depuis l'annonce de la sélection de ce film au Festival de Cannes. Et nous sommes bien sûr revenus avec ce prix, mais ce prix, on le rend à nouveau aux Sénégalais, on le rend à la profession, parce que ça, c'est important. C'est aujourd'hui de dire à tous les professionnels, à tous les décideurs, qu'on remercie également en premier chef le chef de l'État, son ministre pour leur accompagnement, pour que, comme je dis, qu'on fasse les marches avec dignité, avec beaucoup de fierté, parce que notre pays a contribué au financement déjà du film, ça c'est important, et ensuite cette prouesse que le film soit déclaré au nom du Sénégal. Et la presse, j'oublie personne parce qu'ils ont aidé à retirer, à vraiment capitaliser les dividendes médiatiques pour le pays. Et ça, tout ça, c'est exceptionnel. Mais aujourd'hui, rendre le trophée, rendre ce succès au Sénégal, il voudrait dire quoi pour moi? Au-delà de cette symbolique du prix, qu'est-ce que ça peut faire pour la profession? Qu'est-ce que ça peut faire pour dire que le cinéma, enfin, est un levier de croissance économique, est un aide pour, je dis, un printemps d'emploi, aide pour que tous les autres créateurs s'y retrouvent, ceux qui font la musique, ceux qui font autre chose, autour de ce prix, parce que c'est une communion au niveau national. Nous, on fait que rendre ça, vraiment pour que, et souhaiter que ça aide à redynamiser le secteur pour le Sénégal et pour l'Afrique, parce que je ne peux pas oublier la Côte d'Ivoire, leur participation. Donc,
Et Dieu sait que le cinéma africain en a besoin d'une redynamisation parce qu'il y a globalement un problème de structuration. Nous sommes déjà très contents parce que les bases d'un financement existent, mais ce n'est pas évident pour les autres pays. Et nous avons toujours des choses à dire afin de démontrer qu'au-delà, je dis souvent, de l'aspect artistique, ça peut aider et participer à l'émergence du Sénégal. Tout à fait. Justement, on va revenir sur les bases du financement tout à l'heure parce que c'est intéressant de voir comment le film a été déclaré film sénégalais. Parlons plutôt du scénario d'abord. L'immigration. Awadi, vous avez beaucoup parlé de l'immigration dans votre carrière. Ce qu'on appelle l'immigration clandestine. Il faudrait qu'on revienne sur le terme, d'où il vient, qu'est-ce que ça veut dire. Mais de voir un film comme celui de Mati Diop ou d'entendre parler d'un film comme celui de Mati Diop où elle met en avant ce problème d'immigration. Ces jeunes qui se sentent laissés à eux-mêmes dans leur pays et qui sont prêts à tout laisser pour partir de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait? Écoute, ce que ça m'a fait, d'abord, j'aime pas parler d'immigration clandestine, parce que pour moi, je peux parler de migrance, mais immigration clandestine, non. Pour moi, ça n'existe pas. Chaque être humain a le droit d'aller où il veut, quand il veut, comme il veut. Ça, c'est le préalable. Et c'est pas parce qu'on est noir qu'on n'aurait pas droit aux mêmes égards quand on veut obtenir un visa. C'est pas parce qu'on est noir, musulman, après le 11 septembre, qu'on n'a pas le droit aux mêmes égards. Tu vois, pour moi, c'est de la négrophobie. Quand on dit à un noir, tu dois stresser pour savoir si tu as ton visa pour aller en Europe ou en Amérique ou whatever. Pour moi, d'abord, il y a ce scandale de négrophobie et donc de racisme par rapport à ça. Et quand tu mets d'un côté cette négrophobie, plus l'élite politique qui déçoit sa jeunesse, eh bien, et qui lui enlève le dernier truc qui reste à sa jeunesse, le dernier truc qui est gratuit, le rêve, on te l'enlève violemment, on t'agresse. Tu vois, les premiers terroristes, c'est l'élite politique qui enlève le dernier luxe que le pauvre aurait pu avoir, le rêve. On te l'enlève. Donc, quand tu n'as plus de raison de rêver chez toi, tu vas partout où le rêve, où tu sembles penser que le rêve est encore possible. Amérique, Europe, tout ça. Donc, les gens partent pour ces raisons-là. Et est-ce qu'on va arrêter la mer avec nos bras? Non. Est-ce qu'on ne va pas mettre le doigt sur la non-assistance à personne en danger? Parce que les gens qui prennent le désert, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Et ils ont le droit, comme nous, d'aller s'enrichir aux côtés des autres civilisations. Moi, si je n'étais pas allé souvent en Europe, je n'aurais pas eu des idées pour monter mon business. Si je n'étais pas allé en Amérique, en Angleterre, partout, je ne me serais pas enrichi de connaissances. Mais il y a un autre, on va lui dire, non, toi, tu n'auras pas de visa, tu ne vas pas voyager. Juste, et tu ne pourras pas aller sauver ta mère. Oui. J'ai fait un film là-dessus entre 2006 et 2010 qui s'appelait Le point de vue du lion, qui est parti aussi au Festival de Cannes. Et là, j'ai fait une enquête avec des migrants pour connaître les raisons du départ. Et on a essayé de questionner sur beaucoup par rapport à l'éducation, par rapport à l'économie, par rapport. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est là que tu te rends compte qu'on ne peut pas seulement taper sur les migrants. Les causes, c'est les causes. C'est sur ces causes qu'il faut taper. Et donc, c'est un système unique où se côtoient deux acteurs, la faillite de nos États et le système occidental qui dit oui à nos ressources et non à nos hommes. Voilà. Mais c'est quelque chose de très profond dont vous avez parlé toute votre carrière, on peut dire, et dont vous continuez à parler. Je pense que c'est à cause de ce franc-parler qu'on vous nomme l'impertinent, ou que vous-même vous nommez l'impertinent. Je ne sais pas, Oumar, ce que vous pensez de ce clip réalisé par Awadi, Impertinent. Quand je le regarde, ça me fait penser au clip de Michael Jackson, They Forget About Us. On va en mettre un extrait.
mais c'est à cause de la tenue, la prison, le fait d'être enchaîné. Ça m'a fait directement penser à ça. Pourquoi vous portez le nom fièrement d'Impertinent? Parce que, tu sais, on me l'a tellement dit, il y a eu tellement d'occasions et de rendez-vous loupés, parce que non, il ne faut pas prendre Awadi, parce que si tu l'amènes là, il va mal parler. Tu vois, donc tu peux amener tout le monde, ceux qui vont te faire un peu de violon, qui vont te nettoyer, tu vois. Mais Awadi, tu ne l'amènes pas parce qu'il va mal parler. Et parce que les gens ont peur qu'on leur dise... La vérité en tout cas, notre vérité. Je ne sais pas si c'est la vérité, en tout cas, notre part de vérité. Et donc, on me l'a tellement dit qu'à un moment, j'ai dit, bon, écoute, chaque fois qu'on me le dit, pour moi, c'est un compliment. Ça veut dire que ce que je dis a un certain impact. Et donc, si tu ne veux pas l'entendre, bon, écoute, tant mieux. Tu l'as déjà entendu. Puisque tu me mets à côté, c'est que tu l'as déjà entendu. C'est dans ton oreille, là. Tu veux pas, je suis impertinent, et puis... Et puis c'est ça. Et puis c'est ça. D'accord. Je pense qu'il y a une chose qui vous lie tous les deux. Je vois que derrière votre musique et derrière les films, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du choix des films que vous produisez. Il y a toujours cet aspect de lutte sociale, ce message qui a un impact social. Comme on l'a dit, le film de Maty, c'est pas pour rien que vous avez été derrière, ça parle de l'immigration, etc. Est-ce que vous considérez comme un messager des tares de nos sociétés et des choses qui doivent changer? D'accord. Alors donc, non, revenant un peu sur le film de Maty, je pense que vous aurez très rapidement, en tout cas, l'occasion de la voir. C'est juste... c'est un film qui part de ce qu'on appelle du réel au fantastique. Donc, il y a beaucoup de codes. Donc, il y a l'immigration, ça c'est une chose, mais traité, je dis, sous ce qu'on appelle les raisons de départ. Les raisons de départ, ce que les gens oublient de traiter l'immigration sous cet angle. Et ce que je trouve assez intelligent, de parler, d'aborder l'immigration sous cet angle qui est une question à la fois d'économie politique, qu'il faut regarder dans des sphères larges. Ce film qui part d'un entrepreneur véreux, c'est celui qui fait travailler des gens, celui qui fait, élargissons, les entrepreneurs qui font travailler et qui ne payent pas. Soit tu ne payes pas le salaire parce que tu n'as pas les moyens de les payer, soit tu ne payes pas parce qu'on ne te paye pas, etc. Il y a plusieurs... Ben oui, c'est dans le pays, dans le pays ou ailleurs, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui ne sont pas payés parce qu'on te dit, tu dois vivre de la sueur de ton front. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, parce que c'est là où tu es venu, où tu dois retourner. Si ta sueur sert à une autre personne, comme dans le film de Maty, quelqu'un qui est en train de construire cette tour énorme, et voyez comme un décor apocalyptique qui nous renvoie chez les pharaons, etc. Il y a plein de choses et qui oublie les gens qui travaillent au jour le jour. Vous voyez ces gens, les jeunes qui contemplent cette tour. Plus la tour est haute, plus leur désespoir est immense. Jusqu'à ce que ces jeunes décident d'aller en mer. Vous voyez le rôle de la mer. La mer crée une rupture. Ces jeunes, est-ce que c'est volontaire en eux de laisser leur héritage, tout ce qu'ils ont de bien, tout ce qu'ils ont, leurs femmes, leurs mères, leurs sœurs, etc., et décider de devenir des baliseurs de circonstances, comme on dit. Alors, on peut en parler, on peut continuer, mais le film continue sur d'autres côtes, mais je m'en arrête là. D'accord. Et pour vous expliquer, maintenant, ça c'est important. Moi, ce que je fais, c'est les choix, c'est l'éditorial. C'est comme dans le journalisme, vous avez une ligne éditoriale, moi je ne suis pas dans l'Afrique de misérabilisme, où il faut raconter l'immigration avec des drames. Non, on va le dire de manière intelligente. Mais le message passe. Le message passe. J'ose espérer que le film va décortiquer
par rapport à ces messages, les débuts de messages que nous aurons de poser. C'est ça qui est le plus important, parce que ça parlera à tout le monde, et c'est ça qui est le plus important. Ensuite, pour revenir sur l'engagement que nous avons, vous savez, dans le cinéma, comme dans la musique, nous sommes des gens engagés, dans un engagement pour une société. Je vais vous dire juste quelque chose, qu'un ami, et même qui fait maintenant l'objet de publication. On te dit, si ta femme te gifle, ne la divorce pas. Ah bon? Alors, il faut la frapper correctement pour lui montrer que tu ne supportes pas les bêtises des novellas. Wow. Et par là, tu vas lui montrer que tu regardes Canal Action. Wow. Et là, la question qu'on se pose, c'est où la place de nos images? Pour s'aimer, il faut voir ces images. Il faut des images qui parlent de notre devenir. Il faut notre répertoire national, des choses qui éduquent, qui aident à travailler l'imaginaire des gens pour avoir de vrais citoyens. Donc ça, c'est l'Afrique dans sa globalité. L'Afrique doit produire ces images. L'Afrique doit s'aimer de la sorte. Et en parlant quand vous parlez de clip ou de cinéma, c'est son rôle de passer un message clair. C'est son rôle de passer un message clair. C'est mon rôle également de passer un message clair et universel. Parce que c'est ce que nous donnons. Et le succès culturel, le succès de dire nous aidons à façonner l'imaginaire, les succès de nos messages passent par la production et la diffusion de nos propres images. Et en parlant de production de nos propres images, justement, si on prend l'exemple de ce dernier film qui est allé à Cannes, je pense que la production sénégalaise a été de 20%, c'est bien ça? C'est une coproduction française et sénégalaise, c'est ça? Oui. Et la France est à 60% du financement, c'est bien ça? Non, c'est juste, il faut comprendre, je vais le redire de manière didactique, je dis un film est un capital social. Oui. Quand vous voulez mettre en place quelque chose, une œuvre, parce qu'un film est considéré comme c'est une œuvre, mais en mettant l'œuvre, en faisant exister l'œuvre, c'est comme un capital social parce qu'il y a un budget et le budget est égal au capital du film. Oui. Et chaque partenaire ou chaque coproducteur qui doit prendre part dans cette aventure doit avoir ses capacités ou son expérience, comme je dis, et ensuite sa capacité de mobiliser des moyens pour faire partie de l'aventure, mais aussi faire exister le film. D'accord. Alors, c'est très simple. Mati, que je félicite d'ailleurs, parce que ce film, tout le récit s'est passé au Sénégal, le film est tourné en Wolof, c'est audacieux, c'est de l'audace, c'est extraordinaire, c'est tourné en Wolof, et ce qu'il fallait faire, il y a un choix de pays, ce qu'on appelle la coproduction. La coproduction, elle est choisie ou elle est forcée. C'est-à-dire le fait qu'elle veut venir dans son pays, ça c'est un avantage pour le coproducteur que j'étais. Donc ce réalisateur veut venir là et choisir la maison de production qui est Cinecap. Et moi, mon rôle, comme je dis, c'était de l'accompagner aussi pour mobiliser le financement du groupe Afrique. Alors, dans les textes que nous avons entre la France et le Sénégal, on définit ce qu'on appelle les doubles nationalités d'un film ou dans les accords de coproduction. On dit le pays, le Sénégal au moins, ou la France, ça pouvait être l'inverse. C'est-à-dire le Sénégal aurait dû avoir 69% du film et la France 20%. Mais si et seulement si le financement du groupe Afrique couvrait 69% du capital du film. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce qui fait que nous, au total, bien sûr qu'on s'est arrêté à 20%, ce qui est beaucoup d'argent pour nous en termes de mobilisation sur un film de cette budget d'envergure. Et justement, la question à partir de là, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive toujours pas à produire la totalité d'un film, par exemple, aussi extraordinaire?
c'est quoi la suite maintenant? Maintenant que ce film a été reconnu, a eu la Palme d'Or, l'a ramené à la maison, c'est quoi les ajustements de manière économique surtout pour le cinéma et même pour la musique africaine? Oui, mais parce que tout à l'heure, parce que les questions, il faut les séparer toujours, le financement, parce que ce que vous avez posé dans l'image et le financement, c'est deux choses qui sont distinctes. Le financement, comme je dis souvent, je pense que je le dis dans les interviews, c'est une question d'identité culturelle à la fois. Vous savez ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Si nous interrogeons les identités culturelles, ça pose ce problème. On parle souvent où j'ai évoqué même la question de violence physique, psychologique, etc., qu'on dit des chocs des cultures ou de la langue ou des religions. Il y a plein de choses dont le financement aide à résoudre. Et même, donc, c'est redonner la place de nos images. Seul le financement peut permettre. Mais voyez, le budget du film est égal presque au budget, enfin, il y a est égal comme je dis, à la dotation du FOPICA. Un seul film. Pour un film. Un film. Pour avoir ce succès que nous avons. Donc, exact. Comme vous dire que le cinéma est un art qui coûte cher. Très cher. Donc, cette question de financement est à résoudre. Parce qu'un État a aussi des priorités. La culture en fait partie. Il y a d'autres secteurs qui attendent, etc. Mais on met de l'argent. Ce que l'État peut mettre. Mais c'est d'aider ce qu'on appelle à la structuration et au fait qu'aujourd'hui, il y a les possibilités de lever des financements innovants. Ce qu'il ne faut pas du tout oublier. Et il y a des échanges, ce qu'on appelle qu'on peut faire, en tout cas les acteurs peuvent faire, pour travailler main dans la main avec le gouvernement pour financer la culture. On peut évoquer les niches, mais le financement est une question d'identité. Et si l'Afrique veut toujours avoir un dernier mot sur de tels films, c'est d'apporter au moins 50% du financement. 50%, c'est comme... C'est facile, hein? Vous comprenez, c'est comme dans le BTP, n'importe quel type de société qui s'installe dans le pays étranger, les Sénégalais voudraient prendre part. Exactement. Mais pas part à 20%, mais voudraient prendre part en ayant 51%. Ce qui constitue demain leur richesse. Oui. Parce qu'une boîte de production ne va pas s'enrichir parce que tu as 20% par exemple d'un film. Exactement. Dans un continent où on a honte de montrer les statistiques parce que ça marche pas, les salles ne marchent pas, etc. Donc voilà tout ce qu'il faudrait voir et ensuite séparer avec les questions d'identité. Bien sûr que les deux vont de pair, mais à mon avis, il faut ces deux questions à séparer. Ouais. Awadi, qu'est-ce que vous pensez de toute cette question du financement par rapport à la musique, par rapport à ce que l'État a fait auparavant, ce que l'État est en train de faire, ce que les nouveaux musiciens aujourd'hui qui ont d'ailleurs de nouvelles manières de fonctionner aujourd'hui à l'heure de tout est digital, à l'heure des réseaux sociaux, etc. Comment est-ce qu'on règle ce problème-là, cette question économique? Elle est centrale, la question économique. Il l'a dit, il faut être propriétaire de son image. C'est central. Si tu veux pouvoir parler d'égal à égal, tu dois être propriétaire de ton image, de ton imaginaire même. Propriétaire de ton imaginaire. C'est des sacrifices. Sacrifices au niveau de l'État qui doit dire si on veut projeter l'image d'un pays, on a besoin d'un outil. Hollywood pour les États-Unis, Nollywood pour les Nigérians aujourd'hui, Sénéwood pourquoi pas pour le Sénégal. On a besoin d'une image forte. Cette image renforcée sur le plan international, créer un climat des affaires serein et les affaires viennent et tout le monde gagne. Et comme il l'a dit, il y a des priorités. Nous, dans la musique, on a décidé très tôt, parce que surtout dans le rap, personne ne comprenait notre projet, d'être indépendant. Et ça nous a valu beaucoup de galères. Mais au final, aujourd'hui, il y a toute une génération qui, grâce aux outils démocratiques que sont le numérique,
l'outil démocratique qui est le numérique. Ok, les gens existent. Les plateformes de distribution digitale existent. Mais pour pousser, il faut de l'argent. Oui. Donc, ils ont le FOPICA, on a le fonds pour les cultures urbaines. Il y a un peu d'argent, mais comme il te dit, rien qu'un film sérieux bouffe tout le budget du FOPICA quand il est mis à disposition. Ça, il ne le dit pas, mais ça, c'est un autre problème. Moi, je peux le dire, lui, il est plus diplomate que moi. Mais c'est vrai, on te dit, voilà les fonds, dans les textes, ils existent, mais pour les avoir... C'est tout un problème. Ça, c'est bon. Autre chose. Mais on est content qu'il y ait ce début. Que ce soit le Fonds des cultures urbaines, que ce soit le FOPICA, on est très content. Est-ce que c'est assez? Non. Est-ce que maintenant, lui, les financiers, il peut mieux parler des mécanismes? Mais c'est vrai que moi qui m'intéresse un peu au cinéma, on essaie de voir comment faire pour ne pas perdre notre identité, pour ne pas perdre notre ADN, et en collaborant avec des gens qui voudront bien comprendre que ce n'est pas parce que nous collaborons que nous sommes inférieurs, surtout par rapport à notre identité. Et justement, en parlant de collaboration et d'identité, parce que vous faites de la production aussi, vous travaillez avec de grands, disons des géants, des médias. Comment ça se passe, votre collaboration, quand vous travaillez avec une chaîne de médias qui est extraordinaire, reconnue dans le monde, qui a le financement, et vous faites de la production d'émissions pour eux? Comment vous faites pour garder l'identité tout en collaborant avec ces géants? Pour mon cas, ce que j'ai fait, j'ai investi dans les équipements. Donc les équipements m'appartiennent. Donc ce que je fais, je tourne et je leur vends. Quelquefois, ils font du préachat, mais ça m'appartient. Et ça, justement, c'est cette quête de comment je vais faire pour garder mon produit. Parce que mon produit, c'est un travail de l'esprit, je ne peux pas le brader. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un dilemme. Il y a des grosses boîtes de production, telles que les chaînes à qui tu fais allusion, ou bien des groupes comme Lagardère, pour ne pas les citer, qui viennent aujourd'hui rentrer dans ton capital et devenir patron de ta société rapidement. Si tu es un temps soit peu faible, on te rachète. Et après, donc tu perds tout. Mais parce que certaines boîtes sont encore fébriles. Et nous devons donc avoir un code qui protège nos entreprises fébriles par rapport à l'invasion de toutes ces multinationales qui se disent le contenu africain intéresse les Africains ont de l'argent, nous, Européens, on va vendre du contenu africain aux Africains et on va être propriétaires de leur imaginaire. On est là dans la bataille du siècle, la bataille du contenu, et qui va rester propriétaire de notre mémoire. Exactement. Parce que nous produisons en ce moment de la mémoire. On est dans le présent, mais nous produisons une mémoire. Qu'est-ce qu'il va rester de cette mémoire? Qui sera dépositaire de cette mémoire? Donc, c'est les enjeux sérieux de ce siècle. Et je pense que c'est important de parler justement des stratégies de par ma question, parce que les gens doivent comprendre qu'il y a un moyen de garder cette identité qui est si importante, dont vous parlez tous les deux, justement. Pour ne pas vous mettre mal à l'aise, bien au contraire, je vais vous poser des questions sur vos parcours et les moments marquants de vos parcours. Monsieur Omar Sall, quel est le film ou les films, vous pouvez en choisir 2 ou 3, que vous avez produits où on peut voir votre nom, vous avez laissé votre empreinte, qui vous ont le plus marqué et pourquoi? Moi, je pense que tous mes films me marquent déjà, à des degrés différents. Parce que vous savez, en termes de récompenses et de prix distinction, je pense que mes productions, j'en compte aujourd'hui 83 distinctions. Et dans ces 83, effectivement, il y a des films qui marquent, qui sortent ce qu'on appelle du lot. Je ne parlerai pas forcément du côté artistique, mais quand vous prenez un film comme
comme Félicité qui gagne pour la première fois le festival de Berlin, l'Ours d'argent de Berlin. Mais ça, c'est exceptionnel parce que je venais de me rendre compte que oui, nous n'avons pas besoin de spécialistes du cinéma africain. Parce que d'Amitié 3, on part gagner Berlin. Mais auparavant, on venait de remporter pour la première fois le FESPACO avec le film Taï d'Alain Gomis, qui était aussi en compétition à Berlin. Alors, donc c'était le premier étalon du pays, donc ça marque également. Et il y a le film, je vais même citer des courts-métrages de Khadi ou d'Abdou qui étaient aussi à Berlin. C'était des premières productions qui étaient à Berlin, qui ont gagné Guarimba en Italie, le film de Khadijatou Sow, qui a eu 30 sélections, 10 distinctions. Bon, c'est impressionnant, tout cela. Il y en a d'autres films, mais tous les films... Bon, enfin voilà, je ne vais pas... Donc tout me marque parce que les films m'apportent chaque fois, en tout cas, quelque chose de plus dans ma vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et le partage avec les autres se passe toujours très bien. Et donc, voilà, donc je félicite tous ceux qui m'ont fait confiance quand même pour qu'on y arrive à ce niveau de résultat. Donc, tout me marque. Voilà. D'accord. Tout vous marque, mais à des degrés différents. On va prendre cette réponse. Awadi, alors, on sait que vous êtes panafricain. On sait que vous avez beaucoup de pays en vous, de l'Afrique. Est-ce que je peux me permettre de poser la question, quel est votre pays africain préféré? Wow. Difficile, hein? Ouais, c'est très, très difficile. D'abord, il faut que je te dise, j'en ai fait 44. Oui. Et dans ces 44, il y a des pays, le Burkina, je ne m'attache pas parce qu'il y a la mer, je m'attache parce que c'est Thomas Sankara. Le Mali, c'est parce que j'ai grandi là-bas. C'est là-bas que, voilà, il y a plein de choses que j'ai connues à Bamako. Le Bénin, mon père vient de là, le Cap-Vert, mon père vient de là. Il y a des pays qui te marquent, pourtant il n'y a pas d'attache spéciale. L'Ouganda, c'est la nature. Ouais. Tu vois, tu vas à Kampala, tu as l'impression que tu es en Suisse, parce que tu es sur des collines comme ça, c'est magnifique. Mais je vais m'attacher à Kampala pour la nature, à Cape Town, parce que quand tu arrives à Cape Point, il se passe quelque chose, tu arrives là où les deux océans se rencontrent, mais ne se mélangent pas. Et tu regardes ça. Tu regardes comment toi, tu n'es rien du tout par rapport à la force de Dieu sur la nature. Et là, tu deviens très humble. Tu te dis, Joe, regarde ces deux océans. Là, c'est très froid. Là, c'est un peu chaud. Les baleines viennent jusqu'au presque vers le bord, là, elles commencent à mettre bas. Tu regardes ça. Tu comprends que tu n'es rien par rapport... Tu es minuscule par rapport à la nature. Et c'est là que tu reviens, ta foi revient très, très fortement. Et tu te dis, yo, il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant que mon ego de rappeur. Ouais. Et c'est quelque chose, c'est Dieu. Mais bon, c'est pour te dire, chaque pays te marque d'une manière spéciale. D'accord. Bah écoutez, comme vous avez pas vraiment répondu tous les deux, je vais finir avec vous avec un petit jeu qui va vous aider à donner des réponses simples, précises et rapides. Okay, d'accord. Okay. Je vais commencer par Awadi, comme ça Omar Sall pourra se préparer mentalement. Oui. Donc Awadi, j'imagine que vous avez déjà joué à ça, mais je vous donne 2 mots et vous choisissez en une fraction de seconde sans réfléchir rapidement. C'est bon? On fait le vide dans la tête? D'accord. Noir ou blanc? Noir. Plage ou piscine? Plage. Faut pas prendre de temps pour réfléchir. Okay, plage. Tchep ou Acheke? Tchep. PBS ou solo? PBS. Ouh, très bien, très bien. En parlant de PBS, on va fêter les 30 ans cette année. Ouais. Qu'est-ce qui se prépare? Écoute, on a 3 journées qu'on veut faire. Une qui sera un colloque international sur l'impact du rap et toutes les dimensions. Hein. Ça va se passer au Musée des civilisations noires. Donc vraiment une journée plus ou moins scientifique avec des acteurs clés de ce mouvement toutes ces 30 dernières années.
qui viendront parler de toute forme d'impact politique, social, culturel, dans l'imaginaire. En tout cas, on va poser tout ça sur la table. Le lendemain, on a une journée qu'on appelle Sénérap. Donc le rap, de ses débuts à aujourd'hui, tout le monde se retrouve sur une scène dans un show de 3 heures de temps, non-stop. Donc toutes les générations vont se succéder sur une scène et dans un spectacle spécial. Et le lendemain, on a le spectacle qu'on appelle New York, Paris, Dakar, avec des gros artistes français de l'époque à aujourd'hui, gros artistes américains de l'époque à aujourd'hui et des artistes africains aussi qui nous retrouvent toujours dans un seul spectacle de 3 heures de temps. Et on va essayer de montrer un peu l'histoire du rap en 3 jours. Voilà. Et en tout cas, on a envie de se faire plaisir d'abord. Donc, on est en train de concocter quelques morceaux aussi. Et d'ailleurs, on parle avec Omar Sall de faire 2 films, un documentaire qui va donc prendre en compte notre histoire et une fiction. On va. Ouais. Et là, ce sera beaucoup plus, plus sexy. Voilà. Et ben, l'histoire de PBS, de toute façon, c'est une histoire à raconter, n'est-ce pas, Omar Sall? Donc, on a hâte de voir ce projet-là. Vous êtes prêts pour le petit jeu? Allons-y. Allons-y. Ouais. D'accord. Alors, plage ou piscine? Ben, plage. Paris-Dakar? Dakar. Yassa ou Tchèb? Yassa. Félicité ou Atlantique? Bon. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. On va laisser ça comme ça. Ouais, laissons comme ça. D'accord. Écoutez, je vous remercie tous les deux d'avoir été là. Vous regardez votre émission Idées sur ITV, l'émission où nous parlons culture et société. Nous avons des débats de fond sous la bonne forme. Merci beaucoup et à la prochaine sur ITV.